Aujourd'hui, nous allons parler du concept de péril jaune et de la dette. Comme d'habitude, nous allons faire une partie historique, philosophique et politique, car tout est politique dans la vie. Je commence mon introduction. Le péril jaune est un concept qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Max von Braun Gebel-Gefart, prussien officier. Ce cher monsieur, au XIXe siècle, a inventé le concept de péril jaune pour justifier les extensions territoriales prussiennes à l'Est. D'une manière générale, je vais inclure dans l'Asie la Russie, telle que nous la définissons aujourd'hui. Et ce concept d'Est, d'Asie, sera toujours synonyme dans mon dialogue de richesse, territoire à conquérir, matières premières, surpopulation, danger, etc. Au XIXe siècle, les Occidentaux sont à leur apogée expansionniste et les Allemands, les Prussiens, qui sont des continentaux, qui ne sont pas des peuples de marins tels que les Anglais ou les Hollandais, se sont concentrés à l'Est. L'Est, pour eux, c'est leur espace vital, c'est la recherche de nouveaux territoires, de matières premières et de débouchés commerciaux. Mais pour justifier, si vous voulez, cette idée de devoir conquérir l'Est, il fallait inventer cette notion de sauvage, de horde sauvage asiatique menaçant l'Europe. Ce concept ne date pas du XIXe siècle, puisqu'on peut le remonter même à Charlemagne, qui lui-même a fait des croisades à l'Est, non pas contre les hordes sauvages asiatiques, mais contre les hordes sauvages païennes. Et l'Asie sera toujours également un territoire païen, d'ailleurs. Charlemagne a converti les derniers païens européens au XIIe siècle. Puis ce sont les teutoniques, les chevaliers teutoniques. Vous savez, il y a eu 3 ordres de chevaleresques monastiques. Il y a eu les chevaliers templiers, les plus connus, qui sont des Français, Anglais, enfin occidentaux. Il y a eu les hospitaliers, qui est un peu moins connu, mais c'est également un ordre monastique occidental. Et puis il y a eu les teutoniques. Les chevaliers teutoniques, ce sont un ordre monastique, chevalier monastique allemand, prussien. Ils se sont un peu développés à Jérusalem, dans la Terre Sainte, mais après, surtout à l'Est, c'est-à-dire en Prusse. C'est eux d'ailleurs qui ont créé la Prussie. Donc également les teutoniques ont eu des visées de conquête à l'Est, donc la Prusse et au-delà. Et cette notion de territoire, d'espace vital pour les Allemands, les Prussiens, a toujours été capitale. Et on a toujours prétexté cette idée, c'est les Allemands donc, qui ont inventé ce concept de péril jaune pour permettre en quelque sorte à l'Occident d'envahir ou tout du moins d'essayer de conquérir ces espaces à l'Est. Je remarque aussi que je fais une remarque, c'est que en fait, l'Asie a toujours été synonyme d'or, de richesse dans l'esprit occidental. L'Inde, incluant l'Inde bien évidemment, avec ses épices, les routes des épices plus tard, les commerces des épices. Je rappelle que les épices valaient plus que de l'or à une certaine époque. Donc l'Asie, cet ordre sauvage, ce monde non chrétien, donc par définition mauvais, on va dire, a toujours intrigué, a toujours titillé l'occidental, car c'est un pôle, si vous voulez, civilisationnel très important. La Chine, c'est 5000 ans d'histoire, l'Inde, c'est quasiment pareil. Donc ce sont pas des, si vous voulez, alors rien contre l'Afrique, mais c'est pas des civilisations africaines qui n'ont pas connu, mis à part l'Égypte et même évidemment, mais il n'y a pas eu des dynasties ou des choses comme ça, même s'il y a eu des civilisations, même en Afrique noire, mais c'est incomparable avec l'Inde ou la Chine qui sont les 3 font partie des 4 grandes civilisations majeures de notre planète.
Donc voilà un peu pour la partie historique. Alors le péril jaune, ensuite ce concept de péril jaune sera repris dans tout l'Occident par les Anglais, les Français. Je peux vous citer par exemple Black et Mortimer, hein, ces bandes dessinées où le péril jaune est décrit dans plusieurs épisodes. Donc ça a toujours été quelque chose de latent, ça a toujours été quelque chose d'inconscient, dans l'inconscient occidental. En réalité, le danger vient d'Asie, il ne vient pas d'Afrique, il ne vient pas du Maghreb. Le danger réel, menaçant, vient d'Asie. Voilà pour la partie un peu historique. Alors, on va terminer la partie historique, bien évidemment, sur la révolution bolchevique, puisque les Hardes sauvages d'Asie, les Khazars, c'est-à-dire les Juifs convertis khazars, qui sont nombreux dans les élites bolcheviques, sont également eux-mêmes décriés comme des Asiatiques, puisque ce sont des peuples turcs, turco-mongols, hein, pour nous dire, ce sont donc des Asiatiques. Hein, et sachez aussi que la Russie a été sous domination tatare, mongole, durant des siècles. Elle s'en est libérée avec Ivan le Terrible, je crois. C'est très tardif, hein, en réalité c'est le XVIIIe siècle, hein, je pense. Hein. Donc l'Asie est synonyme de danger dans le monde occidental, et encore plus aujourd'hui avec le conflit en Ukraine, puisque même les unités nationalistes Azov reprennent cette notion de hordes sauvages, avec les Tchétchènes par exemple, qui sont pourtant des Caucasiens, hein, mais bon, ça vient de l'Est, et tout ce qui vient de l'Est est plus ou moins asiatique, hein, mélangé, des peuples métissés, et donc de fait sauvage. Hein. Même aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est encore utilisé. Les unités nationalistes ukrainiennes décrivent les Russes comme des hordes asiatiques sauvages, non civilisées, etc., etc. C'est toujours la même notion, la même idée. Alors, je bascule dans la notion philosophique, puisque là, nous avons un lien tout fait. D'un point de vue philosophique, donc, les Asiatiques sont des sous-hommes, c'est-à-dire des peuples hybrides, mélangés, non purs. Alors c'est étrange parce que pour les nazis par exemple, ils ont quand même fait l'Annenarbe, hein, vous savez, cette section SS de la recherche des ancêtres aryens, a tout de même été au Tibet pour faire une recherche éventuelle sur des peuples Atlantes, hein, etc. Vous savez toutes ces histoires. Si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder mes autres vidéos ou à lire Doggerland, hein, je décris tout ça. Donc même les SS étaient attirés par cette Asie mystérieuse, même au point de vue racial, avec les Tibétains. Vous savez, le bouddhisme, l'hindouisme a beaucoup marqué l'Europe du 19e siècle au point de vue philosophique. Il y a un Schopenhauer par exemple, cette philosophie exotique qui n'est pas adamique, qui n'a pas de début, de fin, qui n'a pas un Dieu créateur extérieur au monde. Cette civilisation a quand même marqué l'Europe. Donc en fait, c'est une histoire d'amour et de haine, en fait. Hein. Comme toujours, d'ailleurs, il y a toujours de l'amour et de la haine, c'est souvent mélangé. Mais ça, c'est un point très important à retenir, puisque l'un influence l'autre. L'Europe influence l'Asie, mais l'Asie a également influencé l'Europe, même si c'est moins marqué, sans doute, mais d'un point de vue philosophique, même Nietzsche traite du bouddhisme comme étant quelque chose de bien plus cohérent que les religions adamiques européennes. Alors d'un point de vue philosophique, bien évidemment, l'homme asiatique est demi-bestial. Hein. D'abord, il n'est pas chrétien, il a une autre civilisation, il est fourbe, il est bien évidemment menteur, on ne peut pas lui faire confiance, etc., etc. Et pourtant, l'Europe a toujours eu comme objectif de conquérir la Chine, l'Asie. Par exemple, les Français qui se sont installés en Indochine voulaient avant tout s'installer en Chine. Mais ne pouvant pas atteindre la Chine, ou tout de moins pas comme ils le souhaitèrent, ils ont fait un compromis, ils ont trouvé un compromis avec les Chinois, et les Chinois leur ont cédé une partie du Tonkin, donc du Vietnam actuel, en échange d'une bataille que les Français avaient plus ou moins gagnée, etc. Donc cette recherche de l'Asie a toujours été pour l'homme blanc quelque chose de mystérieux, synonyme de richesse, d'or, également de civilisation, hein, de philosophie, etc. Tout en
tout en toujours ayant cette méfiance, cette peur, car l'homme blanc, en fait, l'occidental, sait que la civilisation chinoise est aussi puissante, voire peut-être demain plus puissante que la leur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce paradigme où nous changeons de civilisation, nous passons d'un monde bipolaire qui fut celui de l'Occident et du communisme, on va dire, enfin de l'OTAN, communisme, ou États-Unis, Russie, à un monde multipolaire que proposent les Asiatiques d'une manière générale, Inde comprise, mais également Amérique du Sud, d'un monde multipolaire offrant des alternatives à la civilisation occidentale telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Alors ça, c'est très important à comprendre puisque ça va permettre de comprendre ce qui se passe en Ukraine. Donc sur la partie philosophique, je termine un petit peu ma partie. Il y aurait bien de choses à dire puisque la philosophie hindouiste, bouddhiste récèle vraiment des choses très intéressantes à étudier. Mais je m'arrête sur cette idée-là, c'est-à-dire en fait une attirance de l'Occident sur l'Asie, le monde asiatique, aussi bien pour ses richesses, mais également pour sa philosophie. Par exemple, en Chine, le taoïsme et le confucianisme sont des notions extrêmement intéressantes. Le zen au Japon, cette pensée un peu du philosophique du sens de la vie, etc., très différente du christianisme ou du judaïsme ou de l'islam, par ailleurs. Et d'ailleurs, l'islam n'est pas en reste, parce que l'islam a également conquis de nombreux territoires en Asie, dont bien évidemment la Malaisie, le plus grand pays musulman, enfin en population, le pays le plus grand en termes de population musulman au monde. Alors, l'homme blanc, je terminerai sur la politique, maintenant j'entre dans le domaine politique, et là je veux faire un lien. Il y a en ce moment la conférence de l'ASEAN, vous savez, des pays de l'Asie du Sud, aux États-Unis, et c'est très intéressant de voir comment se comporte Biden, cette grande baudruche anglaise, qui est d'une arrogance folle. Vous savez, moi je vis au royaume du Cambodge, et notre Premier ministre a été lui serrer la main, et on voit une sorte d'arrogance dans ce monsieur Biden, cet Anglais, qui ne prend même pas la peine de l'accueillir, je veux dire, sur le tapis rouge. Donc notre Premier ministre est à moitié sur le tapis rouge, à moitié dedans, à moitié dehors. Enfin voilà, vous voyez, cette arrogance est toujours là. L'homme blanc se considère comme supérieur à l'homme asiatique. Je ne parle même pas de l'homme africain ou maghrébin, ça c'est une évidence. Même le plus wokiste et le plus gauchiste des occidentaux aura toujours cette tendance à se croire supérieur, sachez-le. Même s'il vous le dit le contraire. Mais avec l'homme asiatique, c'est plus conflictuel, parce qu'en réalité, l'homme blanc, l'occidental, nous avons conscience de la puissance de la civilisation asiatique. Et j'inclus une fois de plus la Russie dans cette notion. Alors maintenant, je vais parler à point de vue politique, et je vais un peu parler de la dette, parce que je vous avais dit le péril jaune et la dette. Aujourd'hui, dans le conflit en Ukraine, donc c'est un conflit entre l'Occident et l'Asie. Je simplifie un peu, mais en gros, c'est ça. Entre le vieux monde et le nouveau monde, les anciennes puissances et les nouvelles puissances, la nouvelle puissance asiatique. Et je parle de la dette parce qu'en fait, qui a inventé la dette en réalité? Alors je ne parle pas d'un point de vue historique, mais je parle d'un moderne. La dette moderne, c'est un endettement des peuples. C'est bien l'Occident, c'est pas la Chine qui nous a endettés. C'est bien l'Occident qui est allé endetter tous les pays du monde émergents et en premier lieu son propre peuple. C'est pas la Chine qui nous a endettés, ni la Russie. Donc ça veut dire que ce modèle d'endettement pour le contrôle d'autrui est bien un modèle occidental. Moi, je vis au Cambodge, et au Cambodge, par exemple, vous savez, il n'y a pas de carte de crédit. Il y a des cartes de débit. Il n'y a pas de crédit dans une banque. Vous ne pouvez pas être à découvert, ça n'existe pas. On paye les choses cash ici. Il y a du crédit, mais très peu. Mais il n'y a pas cette notion de paiement en carte de crédit, c'est-à-dire en fait vous avez une carte qui vous permet de vous endetter encore plus, voire avec des options de paiement en plusieurs fois, etc. Mais ça, cette notion, elle est tout à fait occidentale. C'est pas une notion asiatique. Bien sûr qu'il y a des prêts sur gage, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai ma société n'a pas de débit, n'a pas de crédit. Je ne peux pas être à découvert, personnellement ou d'un point de vue professionnel. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Et les gens vivent bien. Ils sont moins endettés globalement
qu'un occidental. Un occidental est extrêmement endetté. La notion d'endettement, elle est occidentale. C'est pas la Russie qui endette l'Europe aujourd'hui, qui livre des millions et des millions et des millions à l'Ukraine en armes ou en argent, en prêts, tout ce que vous voulez. C'est pas la Russie ou la Chine qui nous endette. C'est bien nous-mêmes, notre système occidental, qui s'endette par lui-même, dans une folie capitaliste, capitalistique, dans le mauvais sens du terme. Hein. J'ai rien contre le fait d'avoir un capital, c'est une protection, même le capital temps est une protection. Mais là, je parle de cette société folle, hein, qu'on pourrait décrire comme social-démocrate, totalitaire, qui vit par et pour l'endettement. Eh bien ça, ce n'est pas du tout asiatique, ce n'est pas les Russes qui font ça. Si les Russes ont dû faire une guerre de préventive en Ukraine, c'est parce que l'Ukraine allait attaquer les républiques indépendantes et voulait reprendre la Crimée. Donc en réalité, la Russie ne fait que se défendre, tout comme la Chine ne fait que se défendre dans son espace de paix, dans l'exemple des îles Salomon où les Chinois veulent installer des bases, etc. Mais c'est en réponse aux agressions, entre guillemets, territoriales américaines, hein, qui cherchent, et là on le voit très bien avec les pays de l'ASEAN, où Biden essaye de récupérer ce qu'il peut de ces pays, mais ils sont tous plus ou moins alliés de la Chine aujourd'hui. Donc cette notion de dette, elle ne vient pas du péril jaune. C'est pas les Asiatiques, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie qui nous endettent. D'accord? Cet endettement, il a lieu par une folie occidentale qui ne date pas d'hier, mais qui est amplifiée en ce moment. Les Américains impriment d'une quantité d'argent phénoménale, donc en fait nous vivons dans une dette, et cette dette commence à être refusée par les pays des BRICS. Les pays émergents n'acceptent plus cette notion de dette infinie. D'où la notion de paiement en roubles, d'où ce refus du dollar. Les Chinois, ça fait un certain temps qu'ils ont commencé à purger leurs réserves en dollars et à placer plutôt leurs réserves en or, etc. C'est quand même significatif. C'est que le monde des BRICS, c'est-à-dire le monde émergent, ne veut pas de ce modèle. Alors ils ne veulent pas du modèle sociétal, wokisme, LGBTgiste, et tout ce que vous voulez en isme, du monde occidental, d'accord? Et ce sont des sociétés traditionnelles encore cohérentes. Mais au-delà de ça, ils ne veulent pas non plus du modèle de l'endettement proposé par le modèle occidental. Hein? Les crises de subprime, etc. La majorité des crises économiques ont lieu à cause de mauvaises politiques de gestion occidentale, et non pas chinoise ou asiatique. Même la crise de 2008 ou 2004 en Asie, c'était une répercussion, enfin 2008, c'était une répercussion des subprimes. Donc voilà, donc vous comprenez bien que le péril jaune est un prétexte, parce que le monde, l'ancien monde, ne veut pas passer la main au nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est le monde asiatique en général, d'accord ? Le monde des pays émergents, ce que j'inclus aussi l'Afrique, hein, l'Afrique du Sud ou d'autres pays. C'est-à-dire en fait un monde multipolaire proposé par la Chine. La Chine ne veut pas la guerre, la Chine veut la paix, mais un monde multipolaire. Elle ne souhaite pas un monde monopolaire quasiment qui est celui aujourd'hui, ou voire bipolaire. Elle veut un monde multipolaire avec différentes civilisations, avec différents systèmes politiques et différents systèmes économiques. Voilà pour la partie politique. Maintenant, je fais ma conclusion. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Ce n'est pas la Chine qui l'a déclaré, ce n'est pas le Parti communiste qui l'a déclaré. On peut critiquer énormément la Chine et le Parti communiste. Enfin, le Parti communiste, il y a des choses à redire, etc. Mais n'oubliez pas que la Chine, c'est un pays de 1 milliard de personnes à gérer. La Chine a sorti sa population de la pauvreté. La Chine a fait un bond technologique énorme. C'est devenu quasiment la première puissance économique mondiale. La Chine n'est pas un vent-à-guerre, elle ne veut pas la guerre, elle fait très attention à toutes ses manœuvres, elle prend des précautions, tout comme la Russie l'a fait pendant de nombreuses années, mais on l'a poussé jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est le résultat et la conséquence d'une décennie, si vous voulez, d'agression contre la Russie. Et la Chine résiste mieux parce qu'elle est moins proche de l'Occident
mais elle est également agressée tous les jours par des sanctions, par des petites humiliations. Vous voyez Biden avec le Premier ministre du Cambodge. Vous voyez, cette arrogance occidentale, la Chine l'a subie. Alors je ne dis pas qu'elle ne se vengera pas, mais ce sera une vengeance intelligente, économique, une humiliation politique, mais pas la guerre. Les Chinois feront la guerre s'ils doivent le faire, mais c'est pas un peuple, c'est un peuple guerrier, mais c'est pas un peuple de conquête guerrière. Ceux qui font le plus la guerre dans le monde, ce sont les Occidentaux, nous, hein, l'Europe, les États-Unis, et pas le contraire. Donc oui, nous sommes déjà en guerre, mais cette guerre a été déclenchée par les États-Unis, par les Anglais. D'accord ? Il faut bien le comprendre. Le but ultime de cette guerre, ce n'est pas que la Russie ou l'Ukraine. L'Ukraine, ce n'est un prétexte. C'est bien évidemment de casser le développement de l'Asie. Donc c'est toujours le péril jaune en réalité. Nous sommes toujours dans cette idée-là. Et derrière ce péril jaune, le modèle sociétal européen, occidental, états-unien, de l'endettement généralisé et du wokisme, c'est-à-dire une dégénérescence de la société, ce modèle-là n'est pas accepté par les pays émergents. Je vous le dis tout court, les pays émergents ne veulent pas de cette société. Ça ne leur convient pas. Ils veulent vivre dans leur espace de paix, dans leur société, dans leur modèle économique, dans leur modèle sociétal. Et ça, il faut que l'Occident le comprenne et l'accepte. Parce que si l'Occident ne le comprend pas et ne l'accepte pas, voire même passe la main à la Chine et à la Russie, c'est-à-dire en fait aux pays asiatiques, du BRICS, il risque d'y avoir encore d'autres conflits. Hein. Mais ils ne seront pas déclenchés par les pays des BRICS. Ils seront tous déclenchés par le monde occidental, qui ne veut pas laisser sa main, qui ne veut pas être dépassé par l'homme jaune. Car il y a le péril jaune. Hein. Ces hordes asiatiques sauvages vont détruire l'Occident. Mais pas du tout. Les Chinois aiment la culture occidentale. C'est ce qu'ils veulent voir quand ils viennent en touriste, en France, en Europe. Ils adorent ça. Ils adorent ça. C'est pour eux, c'est un luxe, c'est quelque chose qu'ils admirent. Il ne faut pas avoir peur. Nous souffrons aujourd'hui, l'homme blanc souffre aujourd'hui paradoxalement d'un complexe d'infériorité. C'est très grave, il ne faut pas avoir peur. On ne va pas disparaître, au contraire, les Chinois vont nous aider à perdurer si on accepte quelques petits changements. Alors pour conclure, oui, on peut critiquer le Parti communiste chinois, je ne suis pas communiste moi-même, mais je suis plutôt un national-socialiste, mais ce qu'a fait le Parti chinois, même Charles Gave, qui est lui pas du tout socialiste, puisque c'est un darwinisme libéral, le reconnaît. La Chine a sorti, je ne sais plus, peut-être 300 millions de personnes de la pauvreté. Comprenez bien ça, ça a été un plan absolument fantastique. Ils sont sur des programmes maintenant, sur la fission, ils vont certainement arriver à faire la fission nucléaire avant nous. Ils sont sur des recherches quantiques, de cryptographie quantique, etc. Je veux dire, la Chine est très en pointe dans beaucoup de secteurs. Donc c'est un pays qui est très en avance. Alors oui, le crédit social, oui, la politique Covid-0, etc., ça peut choquer un occidental, mais une fois de plus, notre modèle occidental ne sied pas à toutes les sociétés. Laissez faire les Chinois ce qu'ils veulent faire. Hein. N'allez pas chercher à imposer votre modèle moribond de wokisme à la Chine, ou à la Russie, ou au Cambodge. Donc voilà, si vous voulez, je terminerai sur l'exemple du Cambodge, justement, où je vis. C'est un ancien pays communiste, bien sûr, qui a connu un communisme très particulier, très destructeur, avec Pol Pot. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué, eux, l'idée de la non-dette jusqu'au bout, puisqu'ils ont détruit l'argent. Mais ça, c'est une idiotie, puisque l'argent est comme le sang du corps, c'est ce qui permet à une société de vivre. Mais l'argent ne doit pas être accaparé par un petit groupe, monopolisé et devenir un objet de prospection et de violence. Mais aujourd'hui, le Cambodge s'est réveillé de ce passé-là, est un pays qui n'est pas une démocratie, comme la Russie, comme la Chine, et pourtant la population vit heureuse, ils ont de l'espoir, il y a un taux de croissance qui n'est pas à 2 chiffres, mais pas loin. Le Cambodge est un des pays les plus jeunes au monde. Les jeunes ont de l'espoir, ont confiance en l'avenir. C'est une population souriante, joyeuse, où il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sécurité sociale.
Et pourtant, les gens vivent globalement bien. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, il y a toujours une cellule familiale, donc les gens s'entraident. Les gens sont tout de même responsables les uns des autres. Et puis surtout, dans des sociétés traditionnelles telles que le Cambodge, le plus fort aide le plus faible. Si dans une famille, un des enfants a réussi sa vie et gagne de l'argent, il va aider tous les membres de sa famille. Il va pas, comme en Occident, dans la tendance, l'occidental, lui, il va se casser, il va aller vivre en Suisse ou je ne sais où, et puis il oubliera sa famille. Salut, ciao. Non, là c'est le contraire, il y a une solidarité, les gens s'entraident, et surtout, c'est là-dessus que je vais conclure, c'est que ce soit le gouvernement chinois, le gouvernement russe ou le gouvernement cambodgien, ce sont des gouvernements qui aiment réellement leur peuple. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, il y a encore une notion de peuple. Le peuple cambodgien existe, le peuple chinois existe, le peuple russe existe. Ils ne sont pas dans une déconstruction comme l'Occident où il n'y a plus de peuple mais des clients. D'accord? Alors que soit il y a un client français ou un client sénégalais en France, j'ai rien contre le Sénégal, c'est un exemple, vous êtes qu'un client. D'accord? Il n'y a plus de notion de paternité, il n'y a plus de notion de lien filial, sanguin, de lien filial. C'est pas un lien forcément sanguin, mais ce que je veux dire par là, un lien fort d'amour. Quand un Macron est élu en France, très mal élu d'ailleurs, parce qu'il y a eu des pressions, des manipulations, etc., le modèle qu'il offre n'est pas un modèle d'amour pour son peuple. C'est un modèle d'un patron qui gère une entreprise. Donc un patron qui a des clients. Et des employés. C'est pas un amour filial, d'accord? Mais ça existe en Chine, ça existe en Russie, ça existe certainement au Brésil, en Afrique, dans la plupart des pays, en Inde, dans la plupart des pays du monde. Et c'est ce que nous avons perdu, nous, occidentaux. Nous avons perdu la notion d'amour. Alors je pense qu'il va y avoir un réveil du peuple, je l'espère, je le pense, parce que les Français sont un peuple incroyable et extraordinaire, et qu'ils vont se réveiller sans doute, mais je pense qu'il faut qu'ils souffrent encore un petit peu plus pour arriver à un point de non-retour, pour faire un 360 degrés et reprendre les choses en main. Et notamment, je pense, avec de jeunes politiciens. Il faut que l'ancienne caste partent et laissent la place aux jeunes. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.